Obligations de quitter le territoire français avec une question à l'instant émanant du Rassemblement national. J'aimerais qu'on revienne à cette initiative, Jean Messia, parce que vous n'avez pas encore réagi, de cette prof de philo de Valenciennes qui veut emmener au mois de décembre ses élèves dans un camp de migrants qui a été très mal accueilli par les parents, qui se sont emparés de la question et qui ont tout simplement tenté de faire cesser cette sortie. Vous les comprenez, ces parents? Vous trouvez ça à côté de la plaque Complètement à comme côté de la initiative plaque, parce que, bon, effectivement, les sorties scolaires, c'est quelque chose de traditionnel que toutes les générations connaissent depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'en cours d'année, une sortie scolaire doit être connectée avec le programme que vous faites. Donc, quand on va, par exemple, visiter un camp de concentration, c'est parce que c'est dans le programme d'histoire. Et donc, on va faire une illustration de ce programme, comment dirais-je, en immersion dans une réalité qui correspond à ce programme. Or là, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, je veux dire, les migrants ne sont pas au programme. C'est une démarche purement idéologique, parce que ce qui pose problème, c'est à la fois le thème de la sortie, mais c'est aussi l'engagement politique et militant de l'enseignante qui pose problème. Or, je suis désolé, mais si on veut vraiment, dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire une sortie pour ces lycéens dans une prison pour leur montrer quel est le degré de racaillisation de la société provoqué par l'idéologie que cette harpie prétend promouvoir. Mais bien sûr. Allez pour la réponse. Mais pourquoi pas? Je rappelle que cette enseignante, elle enseigne la philosophie. Donc, je suppose que c'est en classe de terminale. Nous avons donc affaire à des élèves de 16-17 ans. Il y a un chapitre migration en philosophie? Mais en philosophie, il n'y a pas de limite au questionnement, Monsieur Messia. Vous devriez le savoir. Oui, mais c'est pas la philosophie. La philosophie s'occupe de tout. C'est vrai. Voilà. Disons que ça sort quand même un peu du cadre du programme. Ce qui compte, c'est la façon d'interroger. Et vous parliez des prisons. On pourrait très bien penser à une visite en prison et d'étudier Bentham d'une part sur le panoptique et ensuite Michel Foucault sur Surveiller et Punir. Dernier point. Vous voyez, si on reste en philosophie, je suis d'accord avec vous. Dans le programme, parce que c'est le questionnement le problème, qui compte. Je ne dis pas que c'est approprié, mais c'est très important. Mais c'est logique. Le problème, si vous voulez, c'est ce que va dire cette enseignante à ses élèves pendant la visite. Du dogme et pas de la philosophie. Vu son engagement politique, elle ne va pas leur expliquer que la migration est mauvaise pour la France. La philosophie, on n'a pas à préjuger. Alors, le fait est qu'elle est engagée dans le secteur associatif sur cette question des migrations et que nous savons par expérience que ces associations ne sont pas simplement humanitaires, elles sont aussi très politisées, très idéologiques. Non, mais il me semble clair que cette enseignante, elle ne va pas dans le camp pour tenir le discours de Jean Messia. Ça, nous sommes d'accord. Donc, sort-elle de son rôle d'enseignante? Oui, elle juge de son rôle et même au regard de la loi. Je ne le crois pas, parce que je pense que l'enseignant, d'abord, il est libre. Il ne faut pas oublier ça. Il y a une neutralité du service public, c'est la loi. C'est la loi. D'accord. Oui et non. Neutralité, bien sûr, mais poser les questions et de les aborder, c'est une autre façon de voir les choses. On voit bien à son parcours, à son choix, que ça ne sera pas. Monsieur Rian-Sipel, vous avez raison. Je préjugerai de rien. Si moi j'étais enseignant et que j'emmenais les lycéens, je ferais un discours politique, je m'en cache pas. Mais vous pouvez pas, moi, m'accuser de faire un discours politique et dire que le discours pro-immigrationniste de cette prof n'est pas politique. Soit c'est politique dans les deux cas et il faut l'interdire dans les deux cas, soit c'est politique soit c'est pas politique du tout. À ce moment-là, la philosophie commence par interroger tout et d'abord l'interrogation elle-même. Moi, je me souviens d'un dialogue de Platon. Engagée, elle n'est pas neutre. Juste un mot. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Ménon, et le Ménon, c'est un esclave auquel justement, dans le dialogue, on essaye de voir si l'esclave est capable de comprendre la géométrie. Et miracle, l'esclave comprend tout à fait la géométrie comme un citoyen grec. Donc la question des migrants. Pardon, Platon a été un migrant, il a dû s'exiler par la tyrannie. Je crois que la question, elle est... On s'entend plus. Je vais vous poser la question... Mais toute question. À un moment, il faut arriver à finir une phrase aussi. Je vais vous poser la question autrement. Qu'auriez-vous dit si Jean Messia, professeur d'économie, bon c'est un économiste, s'il était professeur d'économie, est emmené ses élèves de première ou de terminale voir ce camp de migrants pour expliquer par A plus B qu'économiquement ça ne tient pas la route et que ça n'est pas bon pour la France parce que c'est son idée. Qu'auriez-vous dit? Vous l'auriez contesté cette initiative? Je ne censure jamais un professeur et je pense qu'un professeur, s'il veut aller sur une ligne qui est plus politique, c'est à lui d'assumer. Mais non, pas du tout. C'est d'une mauvaise foi. Mais non, alors là, c'est le principe fondamental d'abord de l'université et aussi de l'éducation nationale. Qu'est-ce que vous racontez? On a une très grande marge de liberté pour aborder les contenus du programme. Mais l'école, c'est pas la foire fouille, c'est pas la foire fouille des idéologies. C'est pas l'école que
j'ai connues. Voilà, l'école, c'est une neutralité politique, une neutralité aussi syndicale vis-à-vis des élèves. Les profs peuvent être syndiqués, mais on n'enseigne pas la théologie à l'école. On enseigne les savoirs de la raison, on enseigne les savoirs de la République, on enseigne quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Et déjà s'engager sur le champ de la connaissance, c'est déjà un engagement. On n'enseigne pas l'immigrationnisme. Ça sera tout pris en charge derrière, est tout à fait aléatoire, parce que certes, on les recueille dans un premier temps, mais après, évidemment, ils sont libres de repartir. Donc, il n'y a pas de solution. Non, je commencerai juste mon propos par dire encore heureux qu'il n'y a pas une prof qui a eu l'idée d'aller faire visiter le camp de crackers à ses lycéens. Bon, on est encore dans la raison. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, une très grande majorité, une écrasante majorité de ces crackers sont des étrangers. Il faut le rappeler, que ce soit des étrangers légaux ou des étrangers illégaux. Donc là, il y a une solution. S'ils sont illégaux, il faut qu'ils soient expulsés chez eux. S'ils sont légaux, il faut qu'on arrête leur titre de séjour, qu'on le supprime et qu'on leur envoie chez eux. Pour la minorité qui est de nationalité française, là, effectivement, on peut les soigner, mais je pense que leur nombre sera suffisamment peu important pour être absorbé par les logements d'urgence, le logement d'urgence qui lui-même devra être débarrassé de tous les illégaux qui l'encombrent. Donc on est là véritablement dans une problématique d'immigration très nette et des méfaits de l'immigration-invasion qui s'expriment encore une fois et qui dans ces quartiers qui pourrissent la vie des habitants de ces quartiers. Et comme effectivement l'immigration et les migrants, quel qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, c'est la vache sacrée du système gaucho-progressiste qui nous gouverne, eh bien, ils sont comme de mauvaise conscience à faire la moindre action qui permette de résoudre définitivement ce problème. Un petit peu plus dubitatif sur la question, et puis on retournera voir notre invité qui aimerait réagir aussi. Écoutez, les squatteurs, que ce soit des gens qui cassent la porte d'un domicile ou d'une maison pour s'y installer, ou des gens qui payent 2-3 mois de loyer, puis qui ne payent plus et qui deviennent de facto des squatteurs, ces deux types de squatteurs sont des voleurs comme les autres. Alors j'entendais le discours, la déclaration d'un député de la NUPES à l'Assemblée nationale qui, à travers sa trajectoire personnelle, était presque en train de nous expliquer que les squatteurs sont légitimes parce que vous comprenez, entre quelqu'un qui n'a pas de logement et un propriétaire qui, lui, peut vivre grassement sur des revenus, il faut qu'on donne le droit à celui... On parle de résidence secondaire. Oui, mais peu importe, dans les deux cas. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est totalement scandaleux. C'est toute cette gauche qui justifie la délinquance, la criminalité, les viols par le fait qu'on est pauvre. Moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Je pense que les Français ne le sont pas non plus. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que la loi existe. La première loi existait. Elle permettait aussi d'expulser les gens. Alors certes, c'était un peu plus long. Certes, les amendes étaient moins élevées. Mais le problème, en l'occurrence, de la première loi n'était pas que textuellement, elle n'allait pas assez loin. C'est que les préfets ne l'appliquaient pas très souvent par lâcheté, qu'il n'y avait pas la force publique pour exécuter la décision de justice. Est-ce que cela va changer avec cette nouvelle loi? Je ne sais pas. La loi est plus sévère sur le texte. Est-ce qu'elle sera plus sévère dans son application? Je ne crois pas. Arnaud Eckart compte aussi, hein. En fait, les nerfs sont à vif parce que c'est une majorité relative. C'est-à-dire que dans la précédente législature, ça, c'est vrai. Dans la précédente législature, comme ils étaient une majorité absolue, peut-être que la tension était beaucoup moins forte. Le travail était plus confortable, les textes étaient votés de manière plus fluide. Là, c'est une majorité relative, donc parfois on en est à 1 ou 2 députés de présents ou d'absents. Donc il y a, si vous voulez, une forme d'essoufflement des parlementaires à toujours vouloir être partout pour justement faire basculer les textes dans un sens ou dans un autre. Et puis il y a le volume des réformes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur le volume du travail, excusez-moi, vous avez des tas de catégories professionnelles. Quand on pense aux soignants, par exemple, ou aux magistrats, et la liste n'est pas exhaustive, vous avez des gens qui travaillent ces horaires-là avec justement un salaire qui n'est pas de 7 500 € bruts par mois. Donc l'exemple entraîne. Je veux dire, si les députés légifèrent sur ces secteurs d'activité, si ces députés représentent la France, ils représentent aussi des catégories qui travaillent beaucoup pour des salaires confinant parfois à l'aumône. Donc, faut pas se plaindre non plus. Jean Messia, finalement, pour vous, les Chinois nous montrent tout ce qu'il ne fallait pas faire. Si vous voulez, il y a trois problèmes là, auxquels nous faisons face dans ce pays. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de hantise épidémique des Chinois, puisqu'on sait que la Chine, dans une histoire pas si ancienne, a connu des épidémies qui étaient presque proches des épidémies de peste noire en Europe. Donc il y a une forme de phobie généralisée par rapport à ces pandémies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la Chine, comme vous le savez, est un pays qui s'est énormément enrichi
Ces dernières décennies, le libéralisme chinois matiné de dictature politique a permis de sortir néanmoins 400 millions de Chinois de la pauvreté. Donc, comme vous savez, quand on sort de la pauvreté, quand on mange à sa faim, eh bien, on commence à réclamer des droits politiques. Des droits au pluralisme, des droits à l'expression. Bref, il y a une espèce de vent de liberté qui commence à souffler. On a vu la même trajectoire avec des pays comme la Corée, qui étaient dictatoriaux, et à mesure que la Corée s'est enrichie, il y a eu de grandes manifestations pour réclamer le multipartisme. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe en ce moment en Chine, mais toujours est-il que je pense que le pouvoir chinois prend prétexte, si vous voulez, de cette pandémie pour fermer les écoutilles, pour fermer toutes les issues par lesquelles peuvent arriver des contestations de la dictature politique. Donc ça, c'est très important. Et troisièmement, enfin, on sait très bien que la Chine a été vaccinée au vaccin chinois, qui, comme vous le savez, est beaucoup moins efficace que les vaccins occidentaux, et qui explique qu'effectivement, la pandémie n'est pas jugulée comme les autorités chinoises auraient pu l'espérer à travers ce vaccin. Et un dernier mot là-dessus, Jean-Michel, c'est même incroyable qu'ils aient tenu 3 ans de la sorte, d'ailleurs. Oui, je pense que le régime chinois sait très bien que face à la marée montante des revendications, même une dictature sanitaire, même s'il tente le tout pour le tout, je pense qu'à long terme, ça ne pourra pas tenir. Hein. Et finalement, le fait que les personnes s'enrichissent ne garantit en rien qu'ils acceptent la dictature politique. Et vous parliez de l'Iran, c'est très bien, si vous voulez, ces mouvements où enfin les citoyens se réveillent et que les dernières dictatures qui continuent à opprimer et à oppresser les personnes soient menacées et même finissent par se terminer.